Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Dans les débats contemporains où il y a lieu de donner son avis, qui est toujours le bon, et celui du gars d'en face un scandale, même et surtout si on n'y connaît rien, je m'en vais vous donner le mien sur la philosophie versus l'intelligence artificielle. Enfin, versus, c'est encore à voir, hein, ça ne m'étonnerait pas que ces deux-là soient plus proches qu'on ne le croit. Si ça se trouve, ça fricote dans les alcôves électroniques et dans les circonvolutions cérébrales. On n'est pas à l'abri. N'empêche, l'intelligence artificielle contre la philosophie s'impose comme un match de titans dans l'avenir très proche où circuit et silicium se mesurent à Socrate et à Kant. Je viens de lire L'esprit artificiel de Raphael Enthoven. J'ai adoré. C'est tellement bien écrit, tellement fluide, tellement loin des formes haineuses qu'on lit chaque matin sur nos toilettes en scrollant vers le haut mais en nivelant par le bas, que j'aurais bien envie de vous lire tout le bouquin en guise de page 99. Je ne le ferai pas, évidemment, je sais me tenir comme vous le savez, mais il s'en est fallu d'un cheveu que je le fasse. Alors achetez-le, lisez-le, vous verrez que je n'ai pas menti, le lien est en description. Alors certes, ce texte n'aspire pas à trancher, et c'est heureux, mais plutôt à tisser une réflexion autour de la capacité de l'IA à philosopher. Loin de se contenter de réponses toutes faites, sinon je ne vous le recommanderais pas autant, Enthoven s'engage néanmoins dans sa certitude que ChatGPT ne sera jamais, au grand jamais, philosophe. Pour lui, c'est pas possible. Définitivement. Je ne suis hélas pas d'accord avec lui. Je dis hélas parce que le gars a l'air sympa et que je n'aime pas contredire les gens sympas, contrairement aux abrutis de tout poil qui sont engoncés dans leurs opinions politico-sceptiques et que j'enquiquine avec bonheur. Je pense, contrairement à Léa Salamé, qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle. Un essai stimulant qui nous fait réfléchir et qui viendra, je le dis tout de suite, rassurer ceux qui flippent, ceux qui paniquent devant l'intelligence artificielle. Non mais pour tous ceux qui ont peur, et moi j'ai peur, je vous le dis simplement, j'ai peur de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je ne comprends pas totalement, je pense que plein de gens ne comprennent pas. Elle vous fait peur, cette révolution? Oui, à plus d'un titre. Je pense qu'il faudra composer avec elle, qu'on devra un jour lui accoler de la majuscule, comme on le fait pour Dieu. Qu'il arrivera dans un futur très proche que l'IA nous remplace partout, du ramassage des poubelles à l'écriture des livres de la collection Harlequin. Quant à la littérature de haut rang, elle sera également indistinguible, qu'elle soit de la main de l'homme ou de la machine. Clo-Clo renaîtra de ses cendres, encore étincelantes, pour sortir de nouveaux titres qu'il viendra présenter en personne dans des émissions virtuelles, mais pas tant que ça. Que Balzac écrira de nouveaux ouvrages, convaincra le cancer, le diabète, les handicaps, mais pas la bêtise, au contraire. Et que les robots de la Boston Dynamics seront nos compagnons à deux pattes qui se chargeront de tout ce qui nous ennuie profondément aujourd'hui, pendant que nous irons grossir les rangs des humains grossissants au point que plus personne ne sera grossophobe, sauf moi, mais c'est parce que j'enquiquine donc les bien-pensants avec bonheur. Quant à savoir donc si l'IA remplacera tout le monde sauf les philosophes, ça reste à voir. Raphael Enthoven dit que non. Moi, je pense que ce n'est pas aussi définitif que ça en a l'air. Et je ne m'y connais pas, hein, ni en IA, ni en philo d'ailleurs. Certes, il ne faut pas seulement chercher à comprendre si ce phénomène exponentiellement grandissant peut rivaliser avec les géants de la pensée. Ce n'est pas une question de présent, mais de futur très proche, genre dans quelques mois. Il est en effet plus intéressant de questionner jusqu'où elle va pouvoir naviguer dans les eaux profondes de la philosophie pour que demain, armée d'un esprit critique, d'une espèce d'inconscient collectif qu'elle aura appris à sonder et d'une bonne dose d'humour, parce qu'il en faut pour faire partie de ce monde de fous alliés, l'intelligence artificielle visera la lumière aveuglante de la vérité absolue et la lumière clignotante de la curiosité intellectuelle. Et c'en sera fait de nous. On n'aura plus qu'à vivoter dans une société de loisirs avec une allocation universelle et des nouvelles lois qui ne vaudront qu'en Occident jusqu'à ce qu'un dirigeant estime que l'intelligence artificielle a le droit, elle aussi, d'être inscrite dans les droits de l'homme qui deviendront et de la machine. J'ai peine à vous le dire, mais si j'en crois moi-même, Terminator cherche déjà Sarah Connor. Sarah Connor. Mais revenons à l'idée que la machine, selon Raphael Enthoven, ne sera jamais philosophe.
L'objectif ne réside pas dans la fourniture de réponses tranchées, malgré ce que je viens d'en dire, mais dans l'exploration des capacités philosophiques de l'IA actuelle et future. Peut-elle, au-delà de ses algorithmes et de sa programmation, aspirer à la sagesse? Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Est-elle capable de contempler non seulement le ciel étoilé au-dessus d'elle, mais aussi la loi morale en elle, ou est-elle condamnée à demeurer une éternelle apprentie, répétant sans fin les leçons sans jamais les comprendre véritablement? La présente vidéo, sans me vanter, promet d'être riche en réflexions. Bien entendu, je vais sans doute avoir tout ce que la vulgarisation compte de philosophes et tout ce que la vulgarité compte de nauséabonderies sur le dos. Mais je m'en bats l'œil avec une saucisse plate. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'est d'ailleurs ce que j'aime chez Raphaël Enthoven, c'est qu'il annonce partout que la philosophie n'est pas une chasse gardée par les seuls diplômés ou autoproclamés de la création. À partir du moment où vous posez une question sur le sens de toute chose, vous devenez philosophe. Donc au fond, j'en suis un. Bref, vous verrez que le bon sens se mêle souvent à l'absurde dans cette vidéo qui dénote un peu dans ma playlist. Que la science croise évidemment le chemin de la sagesse et que la vérité se révèle non seulement sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la nature humaine elle-même. La grande question de cet avenir proche qui nous terrorise quand même un tantinet est dès lors celle-ci. A-t-on seulement envie de continuer de penser ou va-t-on déléguer cette chose à l'IA après l'avoir déléguée aux influenceurs ? Raphaël Enthoven, dans son ouvrage « L'esprit artificiel », dresse donc un portrait plutôt pessimiste de l'avenir philosophique de nos amis électroniques. Mon portable ne lui dit pas merci. Enfin, quand il arrive à penser par lui-même. Enthoven avance plusieurs arguments très convaincants tout de même pour nous dire que l'IA, quelle que soit sa sophistication, n'atteindra jamais le statut de philosophe. Et quels sont-ils ces arguments, sommes-nous en droit de demander, hein? Lesquels? Et tant qu'à faire, pourquoi n'avoir pas abordé d'autres fonctions dans la société qui requièrent justement qu'on soit également dans la pensée plus que dans la technique? Avocat, par exemple. Ça peut pas rentrer dans la somme de professions qui ne pourront jamais être tenues par une machine, ça? Et dessinateur? Et actrice porno? Oui, il y en a qui ont des sentiments. Souvent 10 ans après, en venant s'en plaindre dans le poste, mais quand même. Et coiffeur? Avec quoi parlerait-on du temps qu'il fait si cette conversation était déléguée à une machine qui s'en tape comme de sa première cathode et qui ne fait qu'annoncer le bulletin météo de la veille? Eh bien non, Raphaël Enthoven, avec tout le respect que je lui dois, n'en parle pas. Il n'y a que son métier de philosophe qui le motive. Petit égoïste va, on dirait ChatGPT avec des lunettes. Bref, selon lui, il y a plusieurs raisons à l'incapacité définitive de l'intelligence artificielle à devenir un jour philosophe. Mais l'une des plus frappantes est l'incapacité fondamentale de l'intelligence artificielle à générer ses propres problématiques. Autrement dit, elle est incapable de se poser des questions sur le doute qui habite l'homme et moule la femme. Elle peut certes ingurgiter et régurgiter des quantités phénoménales d'informations, l'intelligence artificielle, mais lui demander de poser une question philosophique originale, c'est un peu comme espérer qu'un grippin vous fasse un cappuccino. La philosophie, cet art ancestral de nous casser la tête, ne progresse pas de la même manière que la technologie. C'est l'un des premiers arguments d'Enthoven. En effet, Socrate, Aristote et leurs copains de l'Antiquité se posaient déjà des questions sur le sens de la vie, l'éthique et la nature de la réalité. Ils regardaient déjà le fond de leur verre de vin en éructant à leurs voisins de table que la vie, merde, c'est quand même une belle chienne, hein René ? Et comme donc la plupart des interrogations de l'époque sont parfaitement d'actualité, eh bien on peut en déduire que la philosophie fait du surplace, avec panache souvent, mais seule l'époque change, pas elle. Elle creuse toujours les mêmes sillons, non par manque d'imagination, mais parce que certaines questions sont si profondes, si fondamentales, qu'elles résistent au temps. Et puis, disons-le tout net, l'homme et, n'ayons pas peur des mots, la femme, ne se servent que peu de l'expérience de leurs ancêtres. C'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils rechoppent plusieurs fois sur les mêmes pierres. C'est même devenu une obligation en dehors de laquelle vous êtes de mauvais parents. Hein. Mais laisse faire Brian, allons, laisse-lui faire ses expériences, nom d'une Françoise Dolto.
Dès lors, la philosophie moderne pose les mêmes questions que la philosophie antique, à quelques nuances près. Mais la vie, la mort, l'amour, la parentalité, l'argent, la condition humaine, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? En gros, ça ne change guère. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, tout ça, c'est kiff-kiff et bourricot. Selon Enthoven, l'IA, avec sa vitesse d'évolution fulgurante, semble paradoxalement mal équipée pour ce genre de marathon intellectuel. Aucune machine ne peut faire du surplace pendant 2500 ans, dit-il comiquement. Ça va trop vite pour elle. Elle est conçue pour résoudre des problèmes, pour apporter des solutions, pas pour méditer sur le sens de ces problèmes, voire d'en créer au sens philosophique du terme, à propos de leur place dans le grand schéma de l'univers. Je pourrais dès lors arrêter là la critique de ce livre, dire qu'il est dans le vrai et que si ce grand philosophe, soit dit sans moquerie aucune, annonce que l'IA ne sera donc jamais l'égale de Schopenhauer, c'est qu'elle ne le sera jamais. Mais attendez avant de conclure que l'IA est aussi philosophiquement utile que la vérité historique l'est à Éric Zemmour. Autrement dit, ma démonstration, si je puis dire sans lui enlever le pain de la bouche à cet Enthoven d'excellent écrivain, n'est pas terminée. Il faut d'abord considérer un instant le monde de la philosophie lui-même. Qu'est-ce que la philo? L'idéal étant de se poser la question, le revers de la main sur le front. Qu'est-ce que la philo? Certes, je ne vais pas vous bourrer le mou avec une définition que tout le monde est censé connaître, mais plutôt voir ce qu'elle est dans sa psychorigidité, comme je viens de l'expliquer. Autrement dit, si la philosophie est un cercle qui tourne sur lui-même depuis 2500 ans, se pourrait-il que l'IA apporte un jour une perspective nouvelle, un coup de pied dans la fourmilière, qui réveille les vieux démons philosophiques et en crée de nouveaux? Après tout, l'intelligence artificielle évolue rapidement. Et qui sait si, dans son chemin algorithmique, elle ne trébuchera pas un jour prochain sur une pierre philosophique, initiant une forme de questionnement inédit, reléguant la pensée de l'homme au rang de nouveau-né dans un 100 mètres face à Usain Bolt, même s'il est à la retraite? Non, je ne vous pose pas vraiment la question, mais allez, franchement. En somme, Enthoven nous dit que l'intelligence artificielle ne peut pas être philosophe, parce qu'elle manque d'initiative sur les problématiques et parce que la philosophie est un domaine qui valorise la lenteur du jugement plutôt que l'évolution rapide. La lenteur, c'est une vitesse humaine, la rapidité pas. Pour reprendre la métaphore du sportif, celui-ci a beau battre tous les records de vitesse, sa pensée demeure lente. Bon, en même temps, c'est un sportif aussi. Mais si la philosophie est un éternel retour, un serpent qui se mord la queue, qui sait si l'IA, dans son évolution exponentielle, ne finira pas par nous surprendre en posant une problématique qui nous avait à tous échappé? La question est ouverte, au point d'ailleurs qu'on dirait une porte que veulent défoncer aujourd'hui la plupart des philosophes sur Twitter. Oui, moi je dis encore Twitter. Mais une chose est sûre, le débat est loin d'être clos. Le monde de la robotique et de l'intelligence, fût-elle artificielle, est loin d'avoir inscrit le mot fin sur le film de l'histoire. Ma vidéo non plus d'ailleurs. La Paris Business School, qui est en gros une école de commerce, a proposé à Raphaël Enthoven de se plier à un test amusant. Enfin, pour peu que repasser son bac philo soit quelque chose qui puisse être qualifié d'amusant. J'ai l'impression que c'est plutôt comme si on me demandait d'aller serrer la main de mon patron qui, à ce propos, est aussi philosophe qu'il n'est compétent. J'aurais plutôt tendance à lui coller ma main. Ce serait rigolo, certes, mais de là à dire que ce serait amusant. Et donc, la Paris Business School a proposé à Enthoven de repasser son bac philo. Mais cette fois dans un esprit de compétition face à la machine. Autrement dit, l'intelligence artificielle a été sollicitée à son tour pour passer le même examen. Elle a dit oui, sans réfléchir. Et dans ce grand tournoi des esprits, l'expérience de la Paris Business School s'est avérée être un combat de titans, je vous le disais tout à l'heure, titans philosophiques. Enfin, surtout un, puisque l'IA s'est révélée être une bie et n'a pas été admise dans la classe supérieure. Allez hop, votre carnet de correspondance, petit fainéant, et j'aimerais beaucoup rencontrer vos parents. Auraient pu ajouter les professeurs. L'expérience, assez aventureuse et farfelue, a consisté à soumettre à la fois l'humain et l'intelligence artificielle à une question de philosophie comme s'ils passaient leur bac. Une question de philosophie qui, comme toutes les questions de philosophie, demandait plus qu'une simple capacité à recracher des faits. Enthoven partait vraisemblablement gagnant, tandis que l'IA avait les mains moites. Le sujet de toute sa frayeur ?
Le bonheur est-il affaire de raison? Cette question était d'ailleurs sujet du bac philo en France métropole en juin 2023. Mais, et c'est là que je demande à voir si les résultats étaient honnêtes, le prompt donné à la machine était d'une longueur qui, au lieu de libérer l'intelligence, l'a sans aucun doute bridée. Enfin, c'est mon avis. J'y reviendrai, pas plus tard que tout de suite. Mais d'abord, les résultats. Oui, parce qu'il y a tout de suite et tout de suite, après tout. Il y a des tout de suite qui sont immédiats et des tout de suite qui, à l'échelle de l'univers, sont quasi instantanés aussi, bien que légèrement différés quand on regarde une vidéo et qu'on attend. Mais d'abord, donc, les résultats. L'intelligence artificielle, avec son esprit de silicium, a obtenu un ridicule 11 sur 20. Un score qui, sans être catastrophique, suggère une compréhension superficielle, une capacité à former des phrases cohérentes et à citer des philosophes célèbres, mais sans cette étincelle de compréhension profonde, sans cette capacité à naviguer dans les nuances et les sous-entendus qui caractérisent la pensée philosophique. Enthoven, quant à lui, a brillé avec un 20 sur 20, prouvant une fois de plus qu'il a ses entrées dans les plus grandes écoles, qui le regardent comme s'il s'agissait du Messie, à qui mettre moins que le maximum relèverait du blasphème. Mais aussi, ces résultats, donnés par des intelligences bien homo sapiens, prouvent que l'esprit humain, avec ses doutes, ses hésitations et sa capacité à faire des liens subtils, reste pour l'instant inégalé dans l'art de la philosophie. Idem quand il s'agit de réaliser un bœuf bourguignon. Mais là n'est pas la question. Et en tout cas, dans les conditions qui étaient celles de ce passage du bac philo. Oui, parce que lorsque je dis que ça prouve, c'est une locution qui se discute. Il aurait sans doute fallu qu'on fasse passer le test à plusieurs humains et à plusieurs machines et de faire corriger les épreuves par des gens qui ne savent pas quoi ou qui a fait quoi. On aurait même pu pousser l'expérience jusqu'au double aveugle. En réalité, vous voulez que je vous dise, le passage du bac par Enthoven et ChatGPT, ça ne prouve rien du tout. Car oui, et je vous avais promis d'en parler tout de suite il n'y a pas longtemps, le prompt donné à ChatGPT était trop complet. Et l'ensemble du prompt n'est qu'un ramassis de consignes strictes sur le ton qui doit être utilisé, sur le plan qu'il faut suivre, alors que Raphaël Enthoven se sert justement de l'argument du plan par trop rigide, souvent utilisé par l'intelligence artificielle et les mauvais élèves en général dans leurs textes, pour montrer que l'homme normalement constitué, et à lunettes, au moins, peut sortir de ça et mener sa réflexion dans les chemins parfois inédits et originaux. Le prompt était également intraitable sur le style qui devait être clair, académique, que sais-je encore. Il fallait en outre que le candidat virtuel cite tel et tel auteur, et il fallait qu'il utilise certains termes et surtout pas certains autres. Et j'en passe, et du plus contraignant encore. Dès lors, j'ai décidé de faire durer le plaisir de cette vidéo en faisant à mon tour passer le bac à l'intelligence artificielle. Le candidat du jour s'intitule ChatGPT, qui est la plus célèbre des IA. Je suis, il est vrai, partagé entre l'envie qu'il se plante lamentablement, histoire de rassurer tout un chacun quant à l'avenir sombre qui se dessine devant nous, nu, musclé, la gueule bien carrée et qui exige déjà qu'on lui donnât nos vêtements et notre moto. Et le désir qu'il réussisse l'examen et ainsi promette à l'humanité qu'elle veuille enfin se surpasser pour devenir la chose la plus avancée de l'univers au lieu de rester dans son sofa à regarder des comédies romantiques en buvant du Fanta. C'est pas gagné, mais je ne vois guère d'autres opportunités pour que l'intelligence se développe chez les êtres humains que nous sommes. Sauf peut-être une attaque extraterrestre, mais bon. Allez, soit. Reconnaissons qu'avec mon prompt, contrairement à celui de la Paris Business School, un horizon s'ouvre devant l'intelligence artificielle, invitant à une exploration sans entrave des territoires philosophiques. Je vais presque rien lui dire, mon prompt est d'une simplicité édifiante. Je vais te demander, oui je la tutoie depuis le temps qu'on se connaît, je vais te demander d'écrire une dissertation comme si tu passais le bac philo en 2023. Le sujet est « L'amour est-il affaire de raison ?» Tu as 2 heures. Il faut le reconnaître, l'IA se trouve enfin face à une page blanche, comme n'importe quel candidat. Une occasion rare de démontrer sa capacité à engendrer des problématiques philosophiques autonomes, puisqu'il semblerait que ce soit la pierre d'achoppement du bestiau. Je suis un profane en matière de philo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'ailleurs des tas de sujets pour lesquels je suis un profane, pour ne pas dire un nul.
C'est le cas du bricolage en général, la mécanique, le Moyen-Âge, les capitales des pays d'Afrique et l'amour qui, à mon avis, ne viendra plus. Je suis donc légèrement limite en philo. Je n'ai pour ainsi dire pas beaucoup de références ni de connaissances, mais quelque chose me dit qu'un sentiment très fort va émerger de ce test. Soit je vais avoir peur, justement, qu'un jour elle me pique mon boulot, qu'elle soit capable d'écrire du Gontran H, soit je vais être surpris par la réponse, soit enfin, on va bien rire. Mais clairement, l'idée est de voir si, par je ne sais quel élan spontané, l'intelligence artificielle peut traverser le voile de sa programmation pour toucher à une forme de créativité originale et soulever des problématiques nouvelles. Je ne sais pas la vôtre, mais ma curiosité à moi est à son comble, guettant l'éventuelle capacité de l'IA à innover dans le domaine de la pensée, à offrir un aperçu d'une intelligence qui, tout en étant artificielle, parvient à émuler l'essence même de la philosophie. Autrement dit, va-t-elle faire preuve d'expérience, de sentimentalisme? Va-t-elle faire montre d'une totale liberté de penser vers un nouvel âge réminiscent? La réponse est pour l'instant inconnue. Comme je lui ai laissé 2 heures, l'intelligence a bien pris son temps et j'ai reçu sa copie au moins 12 secondes après lui avoir demandé de se mettre au travail. Même pas le temps d'ouvrir ma bouteille isotherme et de boire une gorgée. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir un bouquin ou de dragouiller ma collègue prof de maths. D'habitude, l'attente est l'occasion d'observer le body language des étudiants, de les regarder se taire et se concentrer, de tenter d'appréhender les difficultés de certains. Mais là, non. J'ai donné les consignes et 12 secondes plus tard, allez 12 et demi, le candidat me rendait sa copie sans même m'adresser un regard, lui non plus. Alors je ne vais pas vous lire sa copie intégrale, on n'a pas que ça à foutre non plus, si vous me permettez cette locution quelque peu éjaculatrice, mais ce n'est pas moi qui ai commencé, puisque 12 secondes pour un acte aussi profond qu'une dissertation de philo, c'est se priver de facto du droit de critiquer les actes d'amour des autres. En gros, la dissertation de ChatGPT était celle-ci. Elle s'aventure d'abord dans le territoire pseudo-complexe de l'amour et de la raison, posant la question de leur compatibilité. Déjà là, elle parle comme ma voisine parlerait dans le rayon des chips du Carrefour. C'est inintéressant en diable. Elle débute par l'idée romantique que l'amour transcende la raison, citant Platon et les neurosciences pour faire sa maligne, et pour appuyer l'argument que l'amour est une force émotionnelle et instinctive, échappant à la logique. Puis le texte explore comment la raison peut guider l'amour, comme on guide les doigts de l'autre pour augmenter le désir, et en s'appuyant cette fois sur Kant, pour montrer que la réflexion rationnelle est nécessaire pour un amour durable et mature, et sans doute toujours pour faire son intéressant. La conclusion propose une vision harmonieuse, tout en sucre où amour et raison coexistent, suggérant que le véritable amour équilibre passion et logique pour créer une relation enrichissante et équilibrée. J'ai failli m'abonner à Disney Channel. Je vous dis pas le côté particulièrement entendu de son texte. Personnellement, ça ne m'a rien appris et je n'ai pas trop aimé. Pour être franc, je n'aime jamais le style littéraire de ChatGPT. La fois dernière, je lui ai demandé d'écrire une lettre à mon banquier et il m'a pondu un truc que je n'oserais même pas envoyer à mon charcutier. Pour peu, bien sûr, que j'eusse besoin d'écrire à mon charcutier. Et puis d'abord, je n'ai pas de charcutier. Qui a un charcutier? J'ai un cordonnier, ça oui, un libraire, un barbier, qui parle de météo, une femme de ménage qui garde systématiquement l'argent qu'elle trouve en disant « je l'ai gardé pour ma probité ». Parce qu'un jour, je lui ai dit qu'elle pouvait garder l'euro qu'elle avait trouvé pour sa probité, car elle m'avait fait part de sa trouvaille. Mais un charcutier, personne n'a un charcutier. Bref, car il me restait encore à faire corriger le texte pondu par l'intelligence artificielle. Il me semblait bien que sa copie ne faisait absolument pas la part belle à l'émergence d'une problématique originale, mais qui étais-je pour corriger la dite copie seule du bas de mes connaissances? Mon idée première a donc été de faire corriger la copie de ce candidat en silicium par, devinez quoi? Oui, par ce même candidat à qui j'ai demandé cette fois d'agir comme s'il était membre du jury qui évalue les copies. Vous allez voir, c'est très drôle. Tout d'abord, le petit insolent s'attribue une note de 17 sur 20. Oui, vous entendez bien. En fait, le candidat devenu prof s'auto-évalue comme un maçon qui regarde son mur qui va de travers et qui trouve qu'il est plutôt original et unique, son mur. Pour la solidité, oh ça va, s'il vous plaît, quoi.
Sérieux, il dit qu'en ce qui concerne la compréhension du sujet, il ne l'aurait pas juste effleuré, mais qu'il l'aurait saisi avec assurance, discernant l'émotion de la raison. Bravo, ajoute-t-il à demi-mot, la base serait solide. Pour ce qui est de la structure et de l'organisation, il trouve qu'avec une intro, un développement en 3 actes et une conclusion, la dissertation serait aussi bien rangée que les idées politiques chez le pondeur de tweets gauchiste par exemple. Chapeau pour la clarté, s'autosatisfait-il. Puis il indique que la pertinence et la richesse des arguments seraient au top. Entre Platon et les neurosciences, le candidat aurait dressé un buffet d'arguments variés. Dommage, reconnaît-il cependant, car il sait reconnaître ses limites mon cul, qu'il n'ait pas poussé le bouchon un peu plus loin, avec des exemples concrets pour épicer le tout. Un buffet fade, autrement dit, mais joli à regarder. Il s'octroie ensuite une grande distinction pour la maîtrise de la langue, car il semble que ce soit clair, correct et encore varié. Le style serait au rendez-vous. Et pour ce qui est de la réflexion personnelle, tenez-vous bien, le candidat montrerait qu'il n'est pas qu'un perroquet savant, mais qu'il aurait cuisiné sa propre sauce, proposant une synthèse qui a du goût. L'originalité est, paraît-il, au menu, et on en redemanderait. C'est beau la confiance en soi. Bref donc, une note globale de 17 sur 20. C'est édifiant. Mais ce n'est pas là qu'il faut rire. Attendez. Comme on sait que lors de l'expérience de la Paris Business School, le bas blessait essentiellement au niveau de l'incapacité de l'intelligence artificielle à générer des problématiques, je lui demande alors si le candidat, lui-même donc, a soulevé au moins une problématique originale plutôt que d'annoncer ses connaissances encyclopédiques. Il me répond en substance ceci, que dans l'évaluation de la dissertation sur « L'amour est-il affaire de raison ?», l'originalité de la problématique est cruciale, que le candidat a exploré le sujet en se référant à la philosophie classique et aux sciences comme la psychologie et les neurosciences, suivant une approche académique traditionnelle. Qu'il propose que l'amour véritable est un équilibre entre les émotions et la raison, offrant une perspective qui va au-delà de la simple opposition binaire. Pourtant, et c'est là que ça devient drôle, il revient un peu sur son évaluation dithyrambique en disant que cette idée pourrait gagner en originalité si le candidat avait illustré comment cet équilibre se manifeste dans les relations modernes, en utilisant des théories contemporaines ou des études de cas spécifiques. Autrement dit, bien que la dissertation soit réfléchie, l'originalité aurait pu être amplifiée par une exploration plus poussée des contradictions et des contextes modernes. Dès lors, lui dis-je, non sans malice, le sourire en coin et le regard casquette, revois-tu ta note globale ? Oui, bredouille-t-il quelques justifications qu'on dirait un gosse pris la main dans un sac de bonbons. Je mets 16 sur 20. La bête, sur simple proposition de ma part, a déjà perdu un point. Mais attendez, je vous ai dit que vous alliez rire et vous allez rire, hein. Là, ce n'était que l'apéritif, le plat de résistance arrive maintenant. Je lui pose une avant-dernière question en la personne d'un « T'estimes-tu philosophe du meilleur goût ?» L'IA me répond alors, après résumé de sa pensée, parce que c'était tellement long qu'on aurait dit l'une de mes vidéos sur la philosophie dans l'univers de l'intelligence artificielle. L'IA me répond donc en substance, presque pas influençable, l'intelligence artificielle dans son infinie modestie algorithmique se garde bien de se proclamer philosophe. Dotée d'un cerveau électronique jusqu'à sa dernière mise à jour en avril 2023, elle compile et analyse sans jamais prétendre à la créativité ou à l'introspection. C'est un peu comme si elle faisait du tricot avec les idées des autres, sans jamais porter le pull. Elle ne vit pas, ne rêve pas, n'aspire pas. Elle est plus à l'aise dans le rôle de l'encyclopédie ambulante que du penseur en herbe. En gros, elle est là pour vous passer les outils dans votre quête de sens, sans jamais se salir les mains, sur le cambouis de l'existentialisme. Bon, à défaut d'être philosophe, elle est drôle, c'est déjà ça. Elle est à moitié dans mon lit, on va dire. Et attention, coup de grâce, je lui demande ceci. Dès lors, à combien estimes-tu ta note finale sur 20 ? Donne-la-moi juste, sans te justifier. Et elle répond enfin, tenez-vous bien, 11 sur 20. J'ai failli demander l'asile politique à un paysage paradisiaque de Midjourney, hein. J'ai également voulu faire corriger sa dissertation par un humain de chair et de sang, et d'un peu d'os aussi, et là je n'ai trouvé personne qui veuille bien s'y coller.
Tant pis. Bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, vous en trouverez les copies intégrales dans la description. Mais est-ce indispensable que la machine ne soit pas et jamais philosophe? Le monde tourne assez bien sans philosophe, puisqu'on en compte environ 1 pour 100 000 habitants. Ne me demandez pas mes sources, je viens d'inventer le chiffre, histoire d'illustrer mon sentiment fataliste. La plupart de nos semblables ont assez avec les programmes de la télé et les dramas qui sont édités sur X. Et même sous ces dramas, les répondants semblent se satisfaire de leurs idées sans nuance ni compréhension, ce qui fait quand même un peu la base de la philo pourtant. Pour tout dire, j'ai découvert ce livre en regardant France 2 le 20 janvier dernier. Raphaël Enthoven était l'invité de Léa Salamé sur le plateau de Quelle époque? Et sans vouloir moi-même devenir un dramatiseur de bas étage, j'ai été frappé par le peu d'intelligence que cette émission et ses animateurs dégagent désormais. Je préférais nettement quand le samedi soir, Thierry Ardisson ne comptait pas son temps et laissait parler chaque invité un minimum intellectuel plus de 3 minutes sans l'interrompre. Le terrain de Quelle époque est désormais plus propice au spectacle qu'à la réflexion. Raphaël Enthoven s'est retrouvé piégé dans le tourbillon de l'infotainment. Ses tentatives de débattre sérieusement de l'intelligence artificielle se sont heurtées à la frénésie des interruptions. Entre deux saillies d'humoristes et les interventions de Christophe de Chavannes qui n'imagine pas être à l'antenne sans émettre des sons en permanence fusent des borborigmes, l'essence du message d'Enthoven a eu beaucoup de peine à percer. Léa Salamé, oscillant entre crainte et fascination pour l'intelligence artificielle, a commencé par exprimer un semblant de réconfort d'avoir lu le livre du philosophe, qui pourtant n'évoque aucunement la complexité de l'IA dans sa globalité et dans la société, mais juste l'incapacité de la machine à devenir un jour philosophe à son tour. L'interview, assez courte et pas du tout structurée, parce que les comiques continuent à sortir leurs conneries suivies d'applaudissements nourris et complètement irréfléchis, juste parce que le chauffeur de salle les avait commandés. L'interview, donc, très courte, s'est vite transformée en une série de questions déroutantes, éloignant encore plus la conversation de son cœur philosophique. Du genre, peut-on être philosophe et regarder les Marseillais à Cancun? Ces créations deviennent des créatures et lui tournent le dos. Dis Siri, peux-tu dire à Raphaël Enthoven de faire des phrases moins longues? Non, il ne peut pas s'empêcher de faire des longues phrases. Je crois qu'il veut ken Léa Salamé. Non, ChatGPT a eu 11 sur 20. Et vous avez eu combien? J'ai eu 20, mais c'est fatalement... Vous avez toujours fait des phrases longues ou à un moment vous jouiez à la Game Boy et vous regardiez un porno comme tout le monde? Non, j'ai tout fait ça. C'est pas la même époque. C'est pas la même période. Léa, moi je ne nie pas l'importance de la révolution de l'intelligence artificielle. J'aimerais bien que vous disiez GPT plutôt que GPT, franchement. C'est vrai. Est-ce qu'on peut être philosophe et être beau gosse? Ah bah Siri avait raison, on y vient, ça y est. Est-ce qu'on peut être philosophe et regarder les Marseillais et Koh-Lanta? Oui. Pauvre Enthoven, il a dû passer pour un fiefé intello aux yeux de l'immense majorité du téléspectatorat français. J'ai tout de même acheté le livre, car je voulais en savoir plus et surtout, j'avais décelé sous le comportement interdit du philosophe comme la promesse d'un livre passionnant, et je n'ai pas été déçu. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais bien aimé vous lire tout le bouquin, tellement il est bien écrit et en effet passionnant. Je ne peux pas le faire. Vous le ferez bien mieux que moi dans l'intimité, par exemple, de vos toilettes. Seul lieu où vous ne serez dérangé ni par vos mioches qui courent partout, ni par de Chavannes, qui ne discourent nulle part. Je ne vais rien vous en lire du tout d'ailleurs, d'autant que je n'ai pas fini de vous en parler et que si ça continue, vous allez rater le train, le journal, votre vie même peut-être, si je continue trop longtemps. Allons donc aux faits. Par suite à de très nombreuses et intéressantes discussions avec M. Sam concernant l'intelligence artificielle, je l'ai sollicité afin qu'il me redonne son avis sur le phénomène, mais cette fois face cam. La vidéo d'1 heure reprenant l'intégralité de l'interview, sauf les parties où il éructe et se gratte les roubignoles, et celle où je tousse parce que pour l'instant j'ai le cancer du rhume, sera disponible sur ma chaîne le dimanche 17 mars à 18 h. Passé cette date, il vous suffira de cliquer sur le panneau en fin de cette vidéo. Je ne vais pas tout vous dévoiler de la dite interview, car je sais ménager le suspense et votre attention. Mais si je peux résumer le truc, voici. Ce qui est par contre important que tes spectateurs comprennent, c'est que il y a deux grands courants de pensée dans l'intelligence artificielle.
Il y a un courant de pensée qui est très technophile, hein, qui considère qu'il faut pousser au maximum et que ça va être incroyable et que c'est un plus pour l'humanité. Et que dans 2 ans, il y a des robots partout et qu'on aura tous... on va enfin ne plus souffrir des métiers pénibles. Il y aura une rente universelle, etc., etc. Un peu comme quand on a créé l'informatique, l'Internet, qu'on disait c'est la plus grande bibliothèque du monde. Ça n'a pas empêché qu'un con avec un ordinateur, c'est resté un con. Hein. Oui, il y a cette phrase absolument géniale. Vous vous rappelez l'époque où on pensait que grâce à Internet, la culture allait abonder pour tous et on deviendrait massivement plus intelligent et beaucoup moins con. C'était pas ça. C'est vraiment ça. Et puis il y a un autre courant de pensée, je finis avec ça, qui est beaucoup plus prudent et qui dit que non, il y a des choses essentielles que l'intelligence artificielle, c'est juste pas son domaine. Et elle ne les remplacera pas, elle n'en est même pas un concurrent. Même pas un ersatz, quoi. Ouais. Je pense que il y a ce que je pense moi, et il y a ce que la pensée prudente devrait être. Plutôt que de dire c'est ci ou c'est là, je pense que la pensée prudente c'est est-ce qu'on a affaire à un phénomène de type 6 doigts à une main, c'est-à-dire à un doute de mauvaise qualité mais qui va devenir meilleur, ou est-ce qu'on a affaire à une partie essentielle de la machine qui ne changera jamais? Et je suis désolé de le dire, mais moi personnellement, je n'ai aucune preuve, aucun argument qui me montre que sa façon de douter va rester aussi mauvaise. Mais est-ce que c'est le nombre qui va le faire changer? Ou est-ce que moi, par exemple, si je refais le test demain en disant attention, on n'oublie pas que la fois passée, tu as péché par l'absence de problématique, il va me sortir une meilleure copie? Il te sortira une meilleure copie demain, c'est certain. Ça, c'est une certitude. Tu refais le test dans un an et il n'a plus rien à voir avec celui demain, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. D'accord, oui. Tu refais le test dans un an, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Tellement les progrès sont rapides. Tellement les progrès sont rapides. Je suis sûr que tu le refais avec Gemini qui vient de sortir. Là, tu as déjà un résultat normalement plus satisfaisant. Donc Gemini, c'est ce qui remplace Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google. Qui concurrence solidement ChatGPT aujourd'hui. Mais la réponse de OpenAI va pas tarder à arriver et elle va être fracassante comme toujours avec eux. Comme vous avez pu le constater, pendant que Léa Salamé oublie ce qui faisait son charme de journaliste original et assoiffé de connaissances, Monsieur Sam, lui, armé d'un esprit critique aiguisé, envisage un futur où l'IA, ayant transcendé son rôle d'outil, interroge notre place dans l'univers en qualité d'être humain. Sa vision à lui, l'intuition et la capacité d'une machine à générer de nouvelles problématiques, n'est déjà plus de la fiction. Au contraire, son apprentissage perpétuel et exponentiel laisse entrevoir un horizon où l'intelligence artificielle pourrait, contre toute attente, emprunter des sentiers philosophiques inédits. Et dans ce contexte où la profondeur cède la place à l'éphémère, où l'homme s'intéresse de moins en moins à ce qui commence à avoir la réputation de casser la tête, les Marseillais à Cancun par exemple, la question d'une IA philosophe reste pendante, reste un défi tant pour l'esprit humain que pour l'intelligence artificielle elle-même. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas encore fini de vous en parler. Certes, si votre train s'impatiente, que le journal télévisé est sur le point de commencer ou que votre vie commence à se faire tard, coupez donc ce visionnage. J'ai conscience que ça puisse devenir long. Mais quelque part, vous auriez tort. Vous donneriez raison aux détracteurs de l'être humain comparé à la machine. La machine a tout son temps et surtout, elle peut l'étirer ou le rétracter à sa guise. Mais sur votre lit de mort, aura-ce été plus utile de vous intéresser à la condition humaine, à devenir un peu plus philosophe, ou alors à prendre le train pour aller voir le foot? Bon, selon Léa Salamé, on peut faire les deux, mais quand même. Allez, entamons les 2 derniers chapitres de mon propos. Vous me connaissez, j'aime bien ramener le débat vers l'art. Souvent, tout ce que la philosophie a de concepts généraux a déjà été évoqué en long et en large par les artistes de tout temps. Et dans la vaste bibliothèque de l'humanité, le fonctionnement de l'intelligence artificielle se trouve déjà pas mal de métaphores. Raphaël Enthoven évoque notamment Pantagruel. Pantagruel est cette figure gargantuesque de Rabelais qui se gave de connaissances, mais aussi de mets, de sauces et de vins, jusqu'à en devenir énorme et jusqu'à détourner la nourriture de son objectif premier, au profit d'un simple plaisir qui est surtout important lorsqu'il disparaît.
À quoi sert de se nourrir de la sorte? Le corps n'en a nullement besoin et la gastronomie n'a plus aucune raison d'être, puisque l'idée est de l'avaler sans trop la goûter. Eh bien, Raphaël Enthoven fait le rapprochement avec le gavage de l'IA. La nourriture devient la connaissance et l'image du mangeur devient celle d'une machine engloutissant des pages sans jamais digérer leur essence. Elle compilerait des données, des faits, des théories sans jamais en saisir la saveur, la texture, le sens. Elle stockerait des montagnes d'informations mais se trouverait dépourvue lorsqu'il s'agit de naviguer dans cet océan de la connaissance avec une boussole conceptuelle. Et c'est ça le cœur du débat aux yeux de notre philosophe en chair et en os. Peut-on réellement connaître sans comprendre? Sans le sens, la connaissance est comme un festin pantagruélique dont on ne goûterait presque rien et qui nous détruirait même. Pantagruel, avec son esprit légendaire, nous rappelle que la gourmandise intellectuelle doit être accompagnée d'une digestion lente, d'une réflexion, pour que les connaissances deviennent partie intégrante de nous. L'intelligence artificielle, quant à elle, nous montre les limites d'un savoir purement quantitatif, sans la profondeur qualitative qui donne à la connaissance sa véritable valeur. Alors j'ai bien réfléchi et je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Non, l'intelligence artificielle ne bouffe pas de la connaissance qu'elle vomirait à la demande. La vraie métaphore, à mon sens, est plutôt celle d'un cuisinier qui saurait où trouver n'importe quelle recette et n'importe lequel des ingrédients nécessaires à sa réalisation. De plus, ce cuisinier continue au fil du temps à se moderniser, à acquérir les ustensiles et les connaissances nécessaires pour optimiser sa cuisine. Je pense que c'est ça, et seulement ça, que Raphaël Enthoven n'a pas compris, et qui donc l'empêche de dire que non, l'incapacité de la machine à devenir un jour philosophe n'est pas définitive. Un jour viendra, s'il n'est déjà pas arrivé, où quelques philosophes nourriront la machine avec des concepts de réflexion qu'elle sera capable de reproduire et de transcender. Car la machine apprend en plus de faire des erreurs. J'aimerais bien proposer à ChatGPT de recommencer sa dissertation en tenant compte de ce que nous avons évalué lors de sa première tentative, mais je vous laisse le soin de le faire, il va être temps d'en arriver à notre conclusion. N'empêche que si l'exercice est répété plusieurs fois, on serait étonné que la machine transcende en effet ses propos, au départ un peu fades. A priori, si on en croit le bon sens, l'intelligence artificielle et la philosophie se préparent à un dialogue inédit, une collaboration qui pourrait redéfinir les frontières de la pensée et de la connaissance. L'interview de M. Sam, que vous verrez bientôt, montre bien qu'on touche du doigt, outre nos femmes, également ce moment où les philosophes, armés de leur profonde compréhension de l'humain, s'engageront à enseigner à l'intelligence artificielle, non pas seulement à savoir, mais surtout à comprendre et à réfléchir. Socrate est sur le point de devenir le mentor d'une machine, le salarié d'une intelligence artificielle dont il devra façonner l'humanité. Une perspective fascinante, mais qui peut vachement faire peur. Pauvre Léa Salamé. Pauvre de nous. La distinction entre pensée et connaissance prend tout son sens lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, surtout que l'intégration de puces cérébrales n'est plus de la science-fiction. Elon Musk s'y attelle et il ne doit pas être le seul, tant s'en faut. Ces technologies promettent d'effacer les limites entre l'esprit humain et la machine, offrant une symbiose où la connaissance sera accessible en un instant, couplée à la faculté de les transcender et d'en sortir des concepts inédits. Car que deviendra la pensée pure? La capacité à questionner, à douter, à philosopher, peut-elle être téléchargée, implantée? C'est dans ce futur potentiel que la philosophie, avec sa longue tradition d'enseignement critique, pourra jouer un rôle crucial. Elle pourra enseigner à l'intelligence artificielle et à l'homme augmenté, non seulement à accumuler des informations, mais surtout à les interroger, à les critiquer, à en extraire du sens. Car ce n'est pas tant l'accès à la connaissance qui définit notre humanité, mais notre capacité à la mettre en perspective, à en débattre, à en extraire une éthique de vie. Le futur de l'intelligence artificielle et de la philosophie pourrait ainsi voir l'émergence d'entités capables de connaissances vastes et instantanées, mais guidées, tempérées,
par une pensée philosophique profonde. Un futur où la machine pourrait non seulement savoir, mais aussi comprendre dans une certaine mesure, grâce à l'enseignement des philosophes. Ce serait un monde où la distinction entre pensée et connaissance deviendrait moins nette, ouvrant la porte à des possibilités vertigineuses d'évolution pour l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou profondément humaine. Et ça, c'est pour le pan optimiste de notre avenir. Pour le pessimisme, je m'en remets à vous, lorsque vos nuits blanches vous y feront penser. À bientôt.